Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire consacré à l'après-éclampsie. Alors, avant de commencer le webinaire, on vous rappelle quelques petites règles de bonne pratique, à savoir que vos micros et caméras sont désactivés par défaut, donc vous ne pourrez pas prendre la parole ou être vu. En fin de session, un questionnaire de satisfaction va s'ouvrir. On vous remercie beaucoup du temps que vous voudrez bien prendre pour répondre à cette petite enquête qui nous permet de nous améliorer, de vous proposer, d'essayer de vous proposer à chaque fois un peu mieux. Et puis, à savoir que le webinaire sera disponible en replay dans les jours qui suivront, donc a priori en fin de semaine. Donc, vous pourrez le retrouver sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Alors, pourquoi un webinaire sur la prééclampsie aujourd'hui? Il faut savoir que la prééclampsie, c'est une pathologie fréquente de la grossesse qui représenterait plus de 2500 situations par an en Occitanie. Et du fait de sa prévalence et de sa potentielle gravité, fait l'objet de nombreuses recherches. Donc, il nous semblait utile de vous présenter d'une part les dernières actualités qui concernent cette pathologie, notamment en termes de recommandations concernant sa prévention et sa prise en charge, et d'autre part de faire un pas de côté pour nous qui sommes soignants et d'entendre la parole des femmes et des couples qui sont confrontés à cette maladie à travers une association qui milite pour une meilleure connaissance et reconnaissance de cette maladie. Interviendront donc dans ce webinaire tout d'abord le professeur Paul Gerby, qui est gynécologue obstétricien et responsable du service d'obstétrique au CHU de Toulouse, et qui nous fera un rappel des recommandations des sociétés savantes. Et ensuite, nous écouterons Madame Jamila El Bouazati, qui représente l'association Grossesse Santé contre la prééclampsie et qui a elle-même, à titre personnel, été confrontée à la maladie. Il faut savoir qu'à quelques heures de ce webinaire, le professeur Gerby a une contrainte d'agenda qui a rendu impossible sa présence aujourd'hui. On en est désolé. Et au vu du nombre important d'inscrits, il nous semblait un peu difficile de décaler ce webinaire. Et donc, il a gentiment accepté d'enregistrer sa présentation pour que le webinaire puisse se tenir malgré tout. Donc, j'en profite pour remercier les personnes au RPO qui ont rendu ça possible, et notamment Jessica et Bruni. Donc voilà, donc sans plus tarder, on va débuter la diffusion de la présentation du professeur Gerby, que l'on remercie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Paul Gerby, gynécologue obstétricien au CHU de Toulouse. Et je vais vous présenter aujourd'hui un résumé des RPC du Collège national de gynéco-obstétrique français sur la prééclampsie, que ce soit la prééclampsie sévère ou la prééclampsie non sévère, parce qu'elles ont été mises à jour ces 2 dernières années. Il y a pas mal de nouveautés qui sont importantes de vous présenter, et notamment parce qu'elles peuvent impacter vos prises en charge et le suivi que l'on propose conjointement avec vous. Donc, comme je le disais, il y a eu deux RPC différentes, une en 2023 qui vient d'être présentée sur la prééclampsie non sévère, et il y avait eu en 2020 les RPC prééclampsie sévère qui étaient communes avec la Société française d'anesthésie réanimation. Donc, pour débuter, des petits rappels, savoir que la prééclampsie a une prévalence en France qui est estimée aux alentours de 2 à 2,5%. Il faut savoir qu'on est un des pays au monde où la prévalence est particulièrement faible. Avec le Canada, on est parmi les pays où le taux d'incidence de la prééclampsie reste bas, heureusement. Et notre définition de la prééclampsie était jusque-là une HTA gravidique supérieure à 140 et ou supérieure à 90 de diastolique, associée à une protéinurie définie par une protéinurie des 24 heures supérieure ou égale à 0,3 g et survenant après 20 semaines d'aménorrhée. Donc, c'était une définition assez classique et consensuelle jusqu'à peu, car les autres sociétés savantes ont émis de nouvelles recommandations concernant la définition et qui ont intégré, en plus de l'hypertension artérielle gravidique associée à une protéinurie significative, la possibilité d'une rentrée dans la définition de prééclampsie en cas de HTA gravidique associé à un signe de dysfonction d'organes maternels, que ce soit insuffisance rénale, atteinte hépatique, les complications neurologiques, hématologiques, avec des définitions qui sont très légèrement différentes
entre l'ISSHP, qui est la Société internationale d'hypertension et grossesse, et les recommandations américaines. Mais la plupart des sociétés savantes sont allées dans ce sens. En n'obligeant pas à la présence d'une protéinurie pour aboutir au diagnostic de prééclampsie. Donc, c'était une évolution qui a marqué ces dernières années concernant la prééclampsie. Et vous voyez parmi ces évolutions, il y a des études qui ont essayé de montrer quels étaient l'impact de ces nouvelles recommandations. Et évidemment, d'avoir élargi la définition, ça a augmenté un petit peu l'incidence de la prééclampsie. On voit que pour 100 femmes avec prééclampsie diagnostiquées selon les anciennes définitions de 2011, les nouveaux critères ACOG ou ISSHP de 2018 identifieront respectivement 6 et 15 cas supplémentaires. Et ces cas-là ont été étudiés pour voir si ça avait une utilité de dépister un petit peu plus, parce qu'on pense toujours bien faire en dépistant plus, mais au final, ces cas supplémentaires ont des formes peu sévères de prééclampsie et il y a des petites réticences à élargir ces définitions, car il n'est pas certain que l'utilisation d'une nouvelle diminution diminuerait la morbidité maternelle et ou natale, parce que si on fait que diagnostiquer quelques cas qui sont très peu sévères et sans conséquences ni maternelles ni néonatales ou très peu, ben, le fait de les dépister, outre augmenter la possible iatrogénie, mais ça peut ne pas forcément avoir de bénéfices. Donc, ça, c'est les résumés du groupe de travail des RPC. Est-ce qu'on doit adopter les nouvelles définitions ISSHP ou ACOG qui ont élargi la définition? Mais ces nouvelles définitions ont augmenté l'incidence de la maladie. Les femmes qui répondent exclusivement aux nouveaux critères ont un phénotype de maladie moins sévère parce que celles qui, selon les nouvelles définitions, ont une prééclampsie sévère, elles rentrent quand même dans la définition classique parce qu'il y a quasiment tout le temps une protéinurie. Il y a certaines cohortes euh, qui ont évalué ces cas supplémentaires qui ne regardaient pas le potentiel risque iatrogénique, parce que plus la définition sera élargie, plus les soignants diagnostiqueront des formes peu sévères avec un risque d'augmentation d'intervention sans réel bénéfice maternel ou périnatal. Il n'y a pas de diminution de la morbidité maternelle ou périnatale sévère en comparaison à l'utilisation d'anciennes définitions et la prévalence de la prééclampsie en France est moindre que dans les études publiées. Ce qui fait que le groupe de travail a décidé de ne pas élargir la définition de la prééclampsie car les avantages cliniques de l'utilisation des nouvelles définitions plus larges restent à démontrer au risque d'augmenter l'utilisation de ressources de santé sans améliorer les devenirs maternels et périnataux. Donc ça, c'était les réponses à la première question des RPC de est-ce qu'on doit élargir la définition? Ben, le groupe des RPC du CNJOF a statué que non, on allait rester assez restreint pour la définition de la prééclampsie. Est-ce qu'il vaut mieux doser les protéinuries des 24 heures ou le rapport protéinurie sur créatininurie urinaire? Les autres sociétés savantes laissent la possibilité d'utiliser l'un ou l'autre. Il y a une cohorte prospective française qui a montré qu'il y avait une bonne corrélation, notamment pour le seuil de 300 mg par 24 heures ou justement 30 mg par millimol, qui a une très bonne corrélation, y compris chez la femme enceinte. Et vu que ce seuil-là, vous voyez, la sensibilité et la spécificité, et il faut bien exclure les premières urines du matin quand on fait le dosage du rapport protéinurie sur créatininurie, ce qui montre que le ratio protéinurie sur créatininurie, il y a quand même beaucoup moins de contraintes, parce qu'un recueil sur 24 heures où il y a aussi des erreurs de recueil et un résultat plus rapide, ce qui fait que c'est la seule nouveauté de la définition de la prééclampsie selon les nouvelles RPC françaises. C'est toujours la présence d'une HTA gravidique selon les mêmes définitions, associée à une protéinurie soit par un dosage sur 24 heures ou par un ratio protéinurie sur créatininurie supérieur à 30 mg par millimol ou 0,3 g par gramme. Et toujours survenant après 20 semaines d'aménorrhée, le groupe de travail a tenu quand même à préciser qu'il existe des formes rares et atypiques de prééclampsie
et que l'absence de protéinurie n'exclut pas forcément le diagnostic d'une prééclampsie. Par exemple, des patientes qui présentent d'abord une forme de HELP sévère, un HELP qui peut être un peu dissocié. Il n'y a pas forcément d'emblée de la protéinurie, mais évidemment, vu qu'il s'agit d'un signe de gravité d'une prééclampsie, qu'elle rentre dans la définition d'une prééclampsie. Donc c'est assez rare, mais on a tenu à préciser que ça pouvait exister. La deuxième question de nos RPC, c'était quels sont les facteurs de risque reconnus de prééclampsie. Et là, en fait, on se base essentiellement sur la méta-analyse de Bartsch qui a été très bien faite sur le plan méthodologique et qui montre que les principaux facteurs de risque sont l'antécédent de prééclampsie, l'HTA chronique, le diabète préexistant, la présence de grossesse multiple, l'IMC augmenté, le syndrome des antiphospholipides, la présence d'une auto-immunité et notamment le lupus, l'antécédent de mort fœtale in utero, la nulliparité, un antécédent d'HRP, y compris s'il n'est pas associé à une prééclampsie, une grossesse issue de PMA, la néphropathie chronique et l'âge maternel de plus de 35 ou 40 ans, ça ressort de manière significative. Donc oui, il existe d'autres facteurs de risque moins importants sur le plan des risques relatifs et surtout avec de la moins bonne littérature. Mais par exemple, un antécédent familial au premier degré, que ce soit la mère ou la sœur de prééclampsie, la primipaternité, tout ce genre de critères qu'on connaît bien, oui, ce sont des facteurs de risque, de léger surrisque de prééclampsie, mais il y a une moins bonne qualité de la littérature sur ces critères-là. Ce qui fait que, concernant les antécédents de prééclampsie d'HTA chronique, diabète préexistant, ça on le savait bien, et ils présentent les risques relatifs les plus élevés. Le lupus, le SAPL et les néphropathies chroniques, c'est considéré par l'ensemble des sociétés savantes comme des facteurs de risque de niveau élevé, même si dans le tableau de la méta-analyse de Bartsch, on a l'impression que les risques relatifs semblaient plus faibles. Si, ce sont bien des pathologies pour lesquelles les risques de survenue de prééclampsie sont vraiment très élevés. Par contre, c'est une notion qui est importante. Qui dit facteur de risque ne veut pas forcément dire que c'est synonyme d'indication d'aspirine, et j'y reviendrai un peu plus tard. Leur présence ne prédit pas la sévérité d'une prééclampsie. D'identifier des facteurs de risque cliniques qui ont une sensibilité assez faible, de seulement 35 à 40% pour détecter une prééclampsie. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas euh, forcément de facteurs de risque reconnus et ils sont importants pour savoir mieux informer les femmes. À côté de ça, les RPC 2021 sur la prééclampsie sévère ont mis à jour la définition des critères de sévérité. Les formes sévères représentent à peu près 10% des prééclampsies. Et sur le plan aigu, il y a une mise en jeu du pronostic vital maternel et néonatal, une implication de la qualité de la prise en charge dans les issues maternelles et néonatales péjoratives, d'où l'importance de bien définir les critères de sévérité. Et au final, on voyait que ce soit dans les traités d'obstétrique, dans les recommandations, il y avait une absence de définition consensuelle, ce qui limitait et pour la pratique clinique et pour la recherche, parce que chacun avait ses protocoles de service qui pouvaient être très différents. Donc, ces nouvelles recommandations ont proposé des critères de sévérité, dont des critères de gravité. Et en fait, cette nuance est importante parce que ça va vraiment conditionner nos protocoles de prise en charge. Donc, la définition de la prééclampsie sévère, c'est la présence d'une prééclampsie associée à au moins un des critères suivants, soit des chiffres d'HTA sévères ou non contrôlés, une protéinurie élevée à plus de 3 grammes par 24 heures, une créatininémie élevée selon ces seuils-là, ça va avec une possible oligurie, une thrombopénie inférieure à 100 000, une cytolyse hépatique supérieure strictement à 2 fois la normale, la présence d'une douleur abdominale épigastrique dite en barre persistante ou intense. Évidemment, il faut avoir essayé de traiter les pathologies les plus classiques avant de dire que c'est une barre épigastrique liée à une prééclampsie. La douleur thoracique persistante, une dyspnée et évidemment l'OAP. Et des signes neurologiques, en fait, ce sont les signes d'imminence d'une éclampsie. Ce sont des céphalées sévères qui ne répondent pas au traitement antalgique, des troubles visuels et auditifs persistants, des réflexes ostéotendineux vifs, diffusés et polycinétiques.
À côté de ça, il y a des signes de gravité. Et les signes cliniques ou biologiques de gravité sont les suivants, sont bien écrits sur cette diapositive. Et là, c'est un chiffre tensionnel particulièrement élevé, donc supérieur ou égal à 180 pour la systolique et ou 120 pour la diastolique. Et les critères d'imminence d'une éclampsie, le HELP syndrome et l'insuffisance rénale aiguë. Donc, c'est bien à retenir et je vais le remettre à la fin du diaporama parce que ça va conditionner la prise en charge de nos patientes. Je vais vous parler maintenant de la prévention de l'après-éclampsie, avec une notion qui est très importante pour combattre un peu un réflexe ou une idée reçue, que être à risque de pré-éclampsie, est-ce qu'il va y avoir un effet préventif de l'aspirine? Et on va le voir que non, pas forcément. Être à risque de, nous, c'est un réflexe qu'on a les cliniciens, c'est de savoir identifier les femmes à risque pour essayer de diminuer le risque de survenue d'une pathologie, et là, en l'occurrence, la pré-éclampsie. Mais quand on a quelqu'un qu'on a identifié à risque, on a très envie de leur proposer des mesures préventives et la plupart du temps des traitements préventifs. Donc, vu toutes les données qu'il y a eu sur l'aspirine, il y a eu un réflexe de prescrire de l'aspirine aux femmes qu'on savait à risque élevé de pré-éclampsie, mais c'était de manière un peu empirique et on ne savait pas si c'était un bon réflexe. Et nos RPC ont essayé de répondre à cette question très complexe. Donc tout d'abord, vu que l'aspirine semblait être un médicament tellement magique pour diminuer l'incidence, la survenue d'une pré-éclampsie, est-ce qu'en population générale, l'aspirine à faible dose permet de réduire la morbidité maternelle ou périnatale? Pour répondre à cette question, un seul essai randomisé, c'était l'essai de Rothschild dans le British Journal, un peu plus de 3500 patientes. Elles avaient été randomisées à la Barbade, donc une population très précaire et très jeune, avec une observance très faible de l'aspirine. Il y avait seulement la moitié des patientes qui avaient pris plus de 80% des traitements. Et en plus de ça, dans cet essai, avec cette méthodologie-là et cette population-là, il n'y avait pas de différence significative sur la morbidité maternelle ou périnatale. Donc, évidemment, en population générale, il est recommandé de ne pas prescrire d'aspirine afin de réduire la morbidité maternelle ou périnatale. Une population assez large et assez intéressante, c'est la population des femmes nullipares, parce qu'on sait que c'est un des facteurs de risque. Est-ce que dans cette population, cela semble intéressant? Là, on a un petit peu plus de littérature. Vous voyez qu'il y a une méta-analyse spécifiquement dans cette population, 10 essais randomisés, donc 23 000 femmes nullipares dites à bas risque. Et on voit que les résultats de cette méta-analyse sont négatifs parce qu'il n'y a pas de différence sur le risque de morbidité maternelle, pas de différence sur la morbidité périnatale, une diminution significative du risque de prématurité avant 34 semaines d'aménorrhée, et je vais y revenir, et seulement 2 essais qui impliquaient seulement 214 patientes sur les 23 000 avaient utilisé de l'aspirine à un dosage d'au moins 100 mg. Donc on voit que c'est assez problématique pour la qualité de la littérature qui a été utilisée parce qu'on va voir un peu plus tard que c'est le dosage d'aspirine qui est recommandé. Donc dans la population des femmes nullipares, il est recommandé de ne pas prescrire d'aspirine dans le seul but de réduire la morbidité maternelle ou périnatale. C'est là encore une recommandation forte avec une qualité de la preuve, cette fois-ci modérée. Il faut savoir que dans la physiopathologie de l'aspirine sur les pathologies placentaires, il y a une partie des accouchements prématurés spontanés, environ un tiers, qui sont liés à une insuffisance placentaire. Ça, c'est plus que prouvé par des études très bien menées. Vu que l'aspirine semble avoir un effet lorsqu'il y a une insuffisance placentaire, c'est pour ça que cette méta-analyse retrouvait cette diminution sur le risque de prématurité avant 34 semaines d'aménorrhée. Et ça semble valable dans les populations où le risque périnatal est très élevé et pas du tout donc dans nos populations françaises. Donc, maintenant, on va parler des populations dites à risque. On va essayer d'étudier en sous-groupe parce que on a vu que depuis une trentaine d'années, de nombreux essais randomisés, de nombreuses méta-analyses suggèrent un effet bénéfique de l'aspirine chez les femmes qui sont dites à risque élevé de prééclampsie. Notamment, la méta-analyse qui a été la plus citée, c'était la méta-analyse d'Aski dans le Lancet, parce que c'était une méta-analyse très bien faite,
avec données individuelles disponibles, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé que les essais randomisés où ils pouvaient avoir accès à toutes leurs données. Et comme ça, ils ont pu regarder dans chacun de ces essais quel était l'antécédent propre à chaque patiente qui les a fait rentrer dans un groupe à risque de prééclampsie. Et on voit que dans cette méta-analyse, le résultat global est significatif parce qu'il y a une diminution du risque de prééclampsie et du risque d'accouchement prématuré avant 34 semaines d'aménorrhée. Il ne semble pas y avoir d'augmentation de la morbidité liée à ce traitement, donc pas d'augmentation d'hémorragie du postpartum, ni des hématomes rétroplacentaires, ni des saignements au cours de la grossesse. Mais il y a des limites. Les populations qui ont été incluses dans ces différents essais qui sont rentrés dans la méta-analyse sont vraiment très hétérogènes concernant les conditions socio-économiques, l'incidence de la prééclampsie dans leur pays et surtout sur comment identifier le risque de prééclampsie. Parce que, en fonction de l'essai, les femmes étaient incluses soit parce qu'elles avaient des facteurs de risque cliniques, quels qu'ils soient, soit parce que c'était le praticien qui avait décidé qu'elles étaient à risque élevé de prééclampsie et qu'on leur proposait de rentrer dans l'essai. Parfois, c'était juste sur des critères échographiques comme le Doppler des artères utérines pathologiques au premier ou au deuxième trimestre et c'était un motif de rentrer dans l'essai clinique. Donc, on voit que c'était très hétérogène, ce qui fait que les données sont difficilement extrapolables à la population française et il y a très peu de données par facteur de risque pris isolément. Donc, c'est vraiment difficile de savoir identifier qu'est-ce qu'une population à risque de prééclampsie pour laquelle le traitement par aspirine a montré ou suggéré des preuves de son efficacité. Donc, on va d'abord regarder le sous-groupe de l'antécédent de pathologie vasculaire placentaire parce que c'est celui qui est le plus étudié dans la littérature. Qu'est-ce qu'un antécédent de pathologie vasculaire placentaire? C'est un antécédent de prééclampsie et quel que soit son âge gestationnel de survenue, ça c'est important, c'est une grosse différence avec nos anciennes recommandations. Un antécédent de RCU vasculaire, donc un RCU inférieur au troisième percentile, un antécédent de mort fœtale d'origine vasculaire ou un antécédent d'hématome rétroplacentaire. Là, il y a pas mal d'essais randomisés, mais la méta-analyse avec données individuelles retrouve 6107 femmes avec antécédents de pathologie hypertensive de la grossesse. Et on voit que dans cette population, il y a une diminution significative du risque de prééclampsie et d'accouchement prématuré avant 34 semaines d'aménorrhée, sans augmenter le risque d'HPP ni d'HRP. On a des données françaises et c'est les données issues de l'essai EPREDA qui avait été publié dans le Lancet. Et c'était 323 patientes avec un antécédent de RCU vasculaire ou mort fœtale vasculaire ou d'HRP et avec un dosage d'aspirine correct. Et on voyait que dans notre population française, il y avait une diminution du risque de RCU vasculaire un risque divisé par 2. Donc, concernant ce sous-groupe-là, c'est le sous-groupe pour lequel on a le plus de données. Et oui, chez les femmes enceintes avec un antécédent de pathologie vasculaire placentaire, il est recommandé de prescrire de l'aspirine à faible dose afin de prévenir la morbidité maternelle ou périnatale. C'est une recommandation forte avec une qualité de la preuve modérée. Et concernant tous les autres facteurs de risque pris indépendamment, donc là pour ce webinaire, je n'ai pas le temps de vous les détailler un par un, mais il faut savoir que la littérature est très pauvre. Le sous-groupe pour lequel il y a un petit peu plus de littérature, c'est l'HTA chronique, donc les femmes enceintes avec une HTA chronique. Et le peu de données qu'on a dans ce sous-groupe-là montre qu'il y aurait pas de bénéfice à l'aspirine dans ce sous-groupe-là. Donc c'est vraiment important d'étudier par facteur de risque pris isolément, parce que de réfléchir à être à risque de prééclampsie ne veut pas dire qu'il y aura un bénéfice à un traitement préventif par aspirine. Donc, vous voyez les recommandations pour ces 4 sous-groupes principaux. C'est chez les femmes ayant un antécédent de diabète préexistant, les femmes qui sont enceintes d'une grossesse multiple, un antécédent d'HTA chronique ou un antécédent de pathologie rénale chronique. Il y a une absence de recommandations, c'est-à-dire que les données de la littérature sont insuffisantes en nombre et qualité pour émettre une recommandation quant à l'intérêt de l'aspirine pendant la grossesse pour prévenir la morbidité maternelle ou périnatale. Donc, ce n'est pas une recommandation de ne pas prescrire, donc ça laisse la liberté aux praticiens de le prescrire,
Mais il faut avoir en tête qu'on n'a pas de données de la littérature qui nous supportent si on prescrit de l'aspirine pour ces patientes-là. Ensuite, concernant la posologie de la prééclampsie, les données indirectes issues de ces méta-analyses d'essais randomisés suggèrent qu'en cas d'une dose d'aspirine de 100 à 160 mg, il y a un bénéfice supplémentaire sur la mortalité périnatale et sur la prééclampsie avant 37 semaines d'aménorrhée, sans augmenter les effets indésirables par rapport à 75 mg et moins. Ce qui fait que le dosage recommandé, en dessous de 75 mg, il n'y a pas d'effet du tout. Entre 75 et 100 mg, il y a un possible effet pour une diminution du risque de prééclampsie. Mais si on donne un dosage d'aspirine supérieur à 100 mg, donc entre 100 et 160 pour rester dans l'aspirine à faible dose, en plus de la diminution du risque de prééclampsie, il y a aussi un bénéfice sur la mortalité périnatale et sur la prééclampsie précoce. Et donc, la dose recommandée, c'est une dose de au moins 100 mg. Et ça aussi, c'est une nouveauté qui est assez importante parce qu'en France, l'aspirine 75 mg était très prescrite en obstétrique. À quel moment prescrire l'aspirine? Mais là, à nouveau, on se base sur ces méta-analyses d'essais randomisés qui suggèrent que si on a initié l'aspirine avant 16 semaines d'aménorrhée strictement, il y a un bénéfice supplémentaire sur la mortalité périnatale et sur la prééclampsie précoce avant 37 semaines d'aménorrhée, sans augmenter la morbidité maternelle ni le risque de fausse couche. Et surtout, il n'y a pas d'effet de l'aspirine si elle a été débutée après 20 semaines d'aménorrhée. Ce qui fait que, idéalement, l'aspirine doit être prescrite avant 16 semaines d'aménorrhée parce qu'il y a un bénéfice sur tous les critères que je viens de vous citer et qui sont écrits sur mon schéma. Si on n'a pas rencontré la patiente plus tôt, ou si voilà, c'est la première fois, ou si ça n'a pas été instauré avant, c'est la première fois qu'on la voit pour sa grossesse, entre 16 et 20 semaines d'aménorrhée, il y a quand même un intérêt à lui prescrire parce qu'il y aurait encore un léger bénéfice sur la prééclampsie et sur le risque de survenue d'un bébé petit pour l'âge gestationnel. En revanche, après 20 semaines d'aménorrhée, il n'y a pas d'effet d'une prescription d'aspirine, donc c'est trop tard, il n'est plus la peine de lui prescrire si cela n'a pas été prescrit avant 20 semaines d'aménorrhée. Donc, un résumé de la prévention de la prééclampsie par aspirine. Si on doit la prescrire, et le seul sous-groupe pour lequel on doit le prescrire de manière formelle, c'est un antécédent de pathologie vasculaire placentaire, il est donc recommandé de prescrire l'aspirine à une dose de 100 à 160 mg pour prévenir la morbidité maternelle ou périnatale, de le prescrire idéalement avant 16 semaines d'aménorrhée ou au plus tard avant 20 semaines d'aménorrhée, de ne pas l'initier après 20 semaines si cela n'avait pas été débuté avant. Ensuite, il n'est pas nécessaire de le débuter en préconceptionnel. Donc, il y a un peu de littérature pour nous appuyer pour dire qu'il n'y a pas d'intérêt à le débuter avant de tomber enceinte, mais de l'initier une fois qu'elle est enceinte et avant strictement 16 semaines d'aménorrhée si possible. Donc, il n'y a aucune urgence. C'est impossible de dire une date idéale de début, mais il n'y a aucune urgence au moment du test de grossesse positive d'initier de suite un traitement par aspirine. Moi, classiquement, j'attends qu'il y ait au moins l'échographie de datation pour vérifier qu'il y ait une grossesse évolutive intra-utérine et que le risque de fausse couche est significativement diminué et que le risque la grande partie de l'embryologie soit passée. Donc moi, classiquement, je débute l'aspirine aux alentours de 9 à 10 semaines d'aménorrhée. Il ne faut pas poursuivre l'aspirine jusqu'à l'accouchement, on l'arrête à partir de 36 semaines d'aménorrhée. Et il y a certaines données chronobiologiques qui nous font dire qu'il est préférable de prescrire l'aspirine le soir ou au coucher plutôt qu'à un autre moment de la journée, parce qu'il y a un léger effet hypotenseur de l'aspirine lorsqu'elle est prise le soir au coucher. Donc, en synthèse de la prévention par aspirine, pour qui c'est pour de manière formelle un antécédent de pathologie vasculaire placentaire, et je répète les critères, c'est un antécédent de prééclampsie, quel que soit le terme de survenue,
un antécédent de RCU vasculaire inférieur au troisième percentile, un antécédent de mort fœtale d'origine vasculaire et un antécédent d'hématome rétroplacentaire. Concernant les autres facteurs de risque pris isolément, les données sont insuffisantes. Et également, et je ne l'ai pas précisé dans ma diapositive, pour les femmes qui cumulent des facteurs de risque, là aussi, c'est quelque chose, c'est un réflexe qu'on a, une femme âgée qui a une grossesse obtenue par PMA, nullipare, surpoids, etc. On sait qu'elle cumule les facteurs de risque. Oui, ça augmente le risque de survenue d'une prééclampsie, mais on ne sait pas si le fait de cumuler les facteurs de risque, c'est une indication d'aspirine. On ne le sait pas du tout. Et il n'y a pas de données dans la littérature. L'aspirine doit être initiée pendant la grossesse, idéalement avant 16 semaines, à une dose de 100 à 160 mg. Il faut savoir qu'il existe des formes en comprimé pour celles qui n'aiment pas les formes en sachet, le soir ou au coucher, et l'arrêter à 36 semaines d'aménorrhée. Concernant les autres mesures de prévention, concernant la supplémentation calcique, et donc concernant les différentes questions et la littérature présente, en population générale, les données sont insuffisantes en nombre et en qualité. Chez les femmes nullipares, il est recommandé de ne pas prescrire de manière systématique une supplémentation calcique. Dans les populations à risque, les données de la littérature sont insuffisantes. En fait, là, on est très embêté parce que une carence en calcium et en vitamine D semble être associée à un surrisque de prééclampsie, mais le fait de supplémenter n'améliore pas trop ou ne diminue pas ce risque-là. Donc, c'est ce qui paraît embêtant et surtout que c'est difficile de définir qu'est-ce qu'une population à risque, qu'est-ce qu'une population réellement carencée en, en calcium ou en vitamine D, et ce qui fait que les données de la littérature sont dites insuffisantes en nombre et en qualité, et c'est une absence de recommandation. Concernant la supplémentation en vitamine D, là c'est la même chose, comme je vous dis, oui, une carence en vitamine D semble être associée avec un risque plus élevé de prééclampsie, mais parce qu'il y a énormément aussi de facteurs de confusion, hein. Dans les populations les plus précaires, il y a plus de carences et il y a aussi plus de prééclampsie et d'autres facteurs de risque de prééclampsie. Donc, concernant la supplémentation en vitamine D, les données de la littérature sont insuffisantes, que ce soit en population générale ou dans les populations à risque, dans le but de diminuer le risque de prééclampsie. Évidemment, ça sort des recommandations sur la supplémentation en vitamine D systématique pour les femmes enceintes. Concernant l'automesure de la pression artérielle, ça semble très intéressant. C'est des outils qu'on conseille assez facilement à nos femmes enceintes, surtout celles qui sont à risque élevé de prééclampsie. Et en fait, là, les données de la littérature sont assez décevant parce que le peu de données qu'on a chez les femmes enceintes qui ont soit une HTA chronique, une HTA gravidique, et bien dans cette littérature-là, il n'y a pas de réduction de la morbidité maternelle ou périnatale. Chez les femmes qui présentent d'autres facteurs de risque, là, il n'y a pas non plus dans la littérature de réduction de la morbidité maternelle ou périnatale. Et donc, ce qui fait que c'est une absence de recommandation concernant l'automesure de la pression artérielle. Vous pouvez l'utiliser et vous en servir comme outil d'éducation thérapeutique et de surveillance des patients. Il ne faut pas oublier que si vous recommandez une automesure de la pression artérielle, il faut bien expliquer comment prendre la tension au repos, trois mesures au repos à trois moments de la journée sur 3 jours différents, et que les objectifs tensionnels à domicile ne sont pas les mêmes pour une définition d'HTA, c'est 135, 85 et c'est souvent oublié. Donc voilà, quand on prescrit de l'automesure, il faut savoir l'expliquer à nos patientes. Concernant l'activité physique, et là, heureusement, on a un tout petit peu de littérature qui nous permettent de dire que oui, l'activité physique pendant la grossesse semble être associée à une diminution de certaines complications obstétricales et doit être encouragée en l'absence de contre-indications médicales ou obstétricales. Il faut vraiment savoir qu'il y a vraiment très très peu de contre-indications à l'activité physique au cours de la grossesse. Il y a une association entre la pratique ou une non-pratique d'activité physique et une survenue de prééclampsie aux populations générales.
notamment, mais il y a des limites évidemment parce que les populations majoritairement de femmes en surpoids ou obèses, mais on voit que le fait d'avoir pratiqué une activité physique régulière par rapport au groupe contrôle ou ses habitudes ou absence d'activité physique, les tendances sont plutôt à une diminution du risque de prééclampsie et notamment dans cette méta-analyse de Davenport qui était la méta-analyse la plus robuste avec plus de 3000 patientes et on voit 2% de risque de survenue de prééclampsie versus 3,1%. Ce qui fait que pour ces trois questions-là, dans la population à risque de prééclampsie, il est recommandé de ne pas initier en routine une auto-surveillance de la pression artérielle en complément de la surveillance habituelle dans le but de réduire la morbidité maternelle ou périnatale. Mais si vous, dans votre pratique, c'est un outil intéressant, évidemment que vous pouvez continuer à l'utiliser. Concernant l'activité physique au cours de la grossesse, il est recommandé d'encourager l'activité physique pour réduire le risque de survenue de prééclampsie. Et concernant le régime pauvre en sel, les données de la littérature sont insuffisantes. Et maintenant, on va parler de la prise en charge de la prééclampsie. Une question assez importante. Est-ce qu'il paraît intéressant de proposer une prise en charge ambulatoire de la prééclampsie? Donc, chez les femmes qui, évidemment, présentent une prééclampsie non sévère après une hospitalisation initiale qui a permis le diagnostic et de vérifier l'absence de critères de sévérité, est-ce qu'une prise en charge ambulatoire est associée à une augmentation de la morbidité maternelle? Parce que c'est les craintes qu'on pourrait avoir si on laissait sortir ces patientes. Il faut savoir qu'il y a une seule étude rétrospective qui a essayé de regarder cette question-là, qui a étudié la morbidité maternelle selon le mode de prise en charge en hospitalisation ou en ambulatoire dans la population des prééclampsies surajoutées sans signe de sévérité et avant 37 semaines d'aménorrhée. Et on voit que la morbidité est similaire, il n'y avait pas de diminution et surtout pas une tendance à une augmentation de la morbidité maternelle de laisser rentrer ces patientes et même certains auteurs et certaines sociétés savantes pensent qu'on diminuait la morbidité maternelle lorsqu'on propose des prises en charge ambulatoires parce en prise en charge hospitalière, lorsque les femmes sont hospitalisées, évidemment, on dort moins bien, on mange moins bien, il y a plus de repos, souvent du repos presque strict au lit, et on sait que c'est moins bon au final. Il y a beaucoup de données maintenant pour dire que c'est moins bon le repos strict au lit au cours de la grossesse en général et au cours des grossesses pathologiques. La HAS 2011 rappelait qu'il y avait une hospitalisation conventionnelle qui était prévue en cas de prééclampsie, mais la plupart des autres sociétés savantes, que ce soit canadiennes, anglaises, américaines, ont émis des recommandations comme quoi la prise en charge ambulatoire à domicile est une option pour les femmes qui présentent une HTA gravidique ou une prééclampsie sans critère de sévérité ou de gravité et une compliance satisfaisante permettant d'assurer le suivi médical. Donc, le groupe de travail des RPC, ça a été une longue discussion, mais considère tout comme les autres sociétés savantes qu'une surveillance ambulatoire d'une femme avec une prééclampsie est possible lorsqu'il n'y a aucun signe de sévérité, qu'en cas de prise en charge ambulatoire, il est nécessaire d'instaurer une surveillance clinique et biologique régulière d'au moins une fois par semaine en lien avec l'établissement de soins où l'accouchement est a priori planifié. Ce qui fait que les données de la littérature sont insuffisantes en nombre et en qualité pour répondre exactement à la question. Ce n'est pas la littérature qui nous permet d'y répondre, mais le groupe de travail considère que c'est possible et c'est écrit de manière formelle dans nos RPC. Et donc, c'est pour ça que c'est important de vous présenter ces nouvelles recommandations à un webinaire comme celui-ci, parce que vous avez dû le voir là, depuis plusieurs mois sur Toulouse, nos patientes hospitalisées au CHU, on a déjà changé le protocole et mis en place une surveillance ambulatoire. Donc oui, c'est possible qu'il y ait des patientes avec une surveillance ambulatoire, donc en lien avec vous, avec nos collègues de la ville et du libéral, pour surveiller des prééclampsies non sévères et sans aucun critère ni de sévérité et évidemment ni de gravité.
Concernant le traitement antihypertenseur, donc ça c'est très important. Est-ce qu'un traitement antihypertenseur en cas de prééclampsie non sévère permet de réduire la morbidité maternelle et ou néonatale? Il n'y a pas d'essai randomisé en cas de prééclampsie avérée, mais par contre, il y a beaucoup de littérature ces dernières années concernant les patientes qui présentent une HTA chronique au cours de la grossesse, où on retrouve un bénéfice maternel à traiter une HTA non sévère sans effet indésirable périnatal. Donc ça, c'est important de le préciser parce que c'est quelque chose qui est qui est très ancré en France et beaucoup trop ancré, cette crainte de trop baisser les chiffres tensionnels chez les patientes qui ont une prééclampsie. Et c'est quelque chose qui est assez étrange parce que dans toute la vie d'une femme et n'importe quel humain, c'est important de bien maîtriser les chiffres tensionnels. Et certaines études avaient suggéré à la fin des années 90 qu'il y aurait peut-être un effet sur la croissance fœtale de diminuer la pression artérielle moyenne. Et en fait, ça a eu des conséquences énormes parce que tout le monde est revenu sur ces recommandations à la fin des années 90 et au début des années 2000 pour ne pas trop diminuer les chiffres tensionnels des femmes enceintes. Et la littérature beaucoup plus abondante et mieux faite semble montrer que c'est mieux d'avoir un contrôle strict de la tension sans chercher à surtraiter, évidemment. On ne veut pas créer des hypotensions, mais en tout cas de bien contrôler les chiffres tensionnels. Il y a un bénéfice maternel et surtout, ça n'augmente pas le risque de bébé petit pour la gestationnelle d'une RCU. Les données qui étaient sorties à la fin des années 90 étaient vraiment des données de très mauvaise qualité, des essais où il y avait des traitements antihypertenseurs qu'on n'utilise plus, des traitements antihypertenseurs avec surdosage où il y avait des réelles hypotensions, donc des choses que on ne peut pas du tout comparer à une prise en charge bien faite d'une HTA gravidique ou d'une prééclampsie, ce qui fait que notre groupe de travail a émis des recommandations similaires aux autres sociétés savantes. C'est pas que nous, les Français, qui pensons que c'est important, que chez les femmes enceintes qui ont une prééclampsie non sévère, il est recommandé de prescrire un antihypertenseur par voie orale dès lors qu'on dépasse des chiffres tensionnels de 140 pour la systolique et de 90 pour la diastolique. Et donc ça, c'est une recommandation faible parce que la qualité de preuve est basse, parce qu'il n'y avait pas spécifiquement sur la population des prééclampsies avérées, mais c'est une recommandation importante parce que ça change vraiment les habitudes qu'on avait prises sur ces 20 dernières années. Concernant le déclenchement entre 34 et 37 semaines d'aménorrhée, donc là je vais passer assez rapidement parce qu'il y a de la littérature importante, et notamment cet essai Phoenix qui avait été publié dans Lancet en 2019, qui était un essai contrôlé, randomisé, concernant que des prééclampsies non sévères, parce que s'il y a des critères de sévérité après 34 semaines d'aménorrhée, évidemment, c'est une indication d'induire la naissance. Et donc, entre 34 et 37 semaines d'aménorrhée, aucun critère de sévérité, pas mal de patientes dans chaque groupe, parce qu'il y avait 450 patientes dans chaque groupe. Le critère du jugement principal, c'était la morbidité maternelle composite ou la survenue d'une HTA sévère, à plus de 160 de systolique. Et on voit qu'il y avait un bénéfice à essayer de temporiser entre 34 et 37 semaines d'aménorrhée. Donc, chez les femmes euh, présentant une prééclampsie non sévère, d'induire la naissance entre 34 et 37 semaines, ça permet de réduire uniquement la survenue d'une HTA sévère, mais ça augmente l'incidence d'une prématurité modérée. Et donc, en tenant compte de la balance bénéfice-risque pour la mère et pour l'enfant, il est recommandé de ne pas induire systématiquement la naissance chez les femmes qui présentent une prééclampsie non sévère entre 34 et 37 semaines d'aménorrhée. Donc, après 37 semaines d'aménorrhée, là, on voit que c'est pas du tout la même chose parce que il y a un risque d'augmenter la morbidité maternelle si on temporise et plus de bénéfices fœtal parce qu'il y a plus de risque de prématurité. Donc là, c'est quelque chose qu'on le savait déjà. Donc, pour toute prééclampsie à partir de 37 semaines d'aménorrhée, il est recommandé d'induire la naissance pour réduire la morbidité maternelle, parce que de poursuivre après 37 semaines d'aménorrhée, on ne fait que augmenter les complications sévères et notamment le risque d'éclampsie. Et il faut savoir que l'augmentation d'une durée d'exposition à la prééclampsie augmente le risque d'une HTA essentielle.
Concernant la voie d'accouchement, je passe rapidement, mais il n'y a pas d'essai randomisé, aucune étude de qualité pour répondre à la question. Et donc, chez les femmes ayant une prééclampsie non sévère, il est recommandé de réaliser une tentative de voie basse en l'absence de contre-indication obstétricale. Ce n'est pas un motif de césarienne de présenter une prééclampsie non sévère. Concernant la prééclampsie sévère, ce n'est pas l'objet du topo, donc je vais passer très très vite, mais c'est pour vous rappeler les définitions parce qu'elles conditionnent ce que j'ai dit au tout début, ça conditionne la prise en charge. S'il y a des signes de gravité, il y a une indication de traitement antihypertenseur par voie intraveineuse, soit du labétolol IV, soit de la nicardipine IV, et c'est possible d'utiliser du radipil. Lorsque on utilise un relais par antihypertenseur par voie orale, c'est le labétalol en première intention qui est recommandé, tout simplement parce que c'est celui pour lequel il y a le plus de littérature. La plupart des essais sur la prééclampsie sévère ou la prééclampsie modérée sont faits avec ce médicament-là. Alors c'est vrai que en France, on utilise beaucoup la nicardipine, mais malheureusement, il y a très peu de données dans la littérature. On est très satisfait dans notre pratique courante, mais il y a peu de littérature pour nous appuyer. Donc, c'est possible de l'utiliser. L'administration de sulfate de magnésium, mais c'est toujours la même chose qu'avant, c'est lorsqu'il y a des signes d'imminence d'éclampsie. Et donc ces signes-là, c'est la présence des signes de gravité qui doivent induire une naissance. Donc dès qu'on pense induire une naissance du fait de la présence de signes de gravité, il y a une indication à mettre en place un traitement par sulfate de magnésium. Et je vous renvoie vers ces recommandations qui sont déjà publiées pour connaître, bien connaître les signes cliniques ou biologiques de gravité. Entre 24 et 34 semaines d'aménorrhée, et c'est ce qu'on fait depuis longtemps, il est recommandé de poursuivre la grossesse en l'absence de signes de gravité parce qu'il y a un risque de prématurité très important et donc de séquelles liées à la prématurité. Donc en l'absence de signes de gravité, on essaye d'avoir un traitement expectatif et conservateur et au moindre apparition de signes de gravité, on doit induire la naissance. Et là aussi, c'est un message qui est assez important. Quel que soit le terme de survenue de la prééclampsie, les experts suggèrent de ne pas réaliser de césarienne systématique. Il faut savoir que, y compris avant 32 semaines d'aménorrhée ou entre 30 et 34 semaines d'aménorrhée, le taux de succès de voie basse lorsqu'on déclenche pour le motif prééclampsie, il est d'environ 50 à 55%. Donc, si la patiente est OK, s'il n'y a pas de contre-indication obstétricale telles que des anomalies Doppler, s'il y a un RCI associé, ben, ça vaut le coup de proposer à la patiente un déclenchement et ça, ce sont des nouveautés qui peuvent être assez importantes. Donc, que faut-il retenir de ce webinaire? Au total, les définitions de la prééclampsie sont très peu changées, sauf l'apport du ratio protéinurie sur créatininurie. Bien connaître les critères de gravité de la prééclampsie parce que ça permet de conditionner la prise en charge de nos patientes. Il y a plusieurs défis. D'abord, de bien identifier les femmes à risque, puis leur proposer une prévention et un suivi efficace. Malheureusement, il y a une difficulté d'identifier correctement les groupes à risque qui doivent bénéficier d'un traitement préventif par aspirine. Il y a plusieurs essais en cours et je fais de la pub pour mon essai qu'on a débuté cet été, un essai multicentrique en France qui compare aspirine versus placebo chez la femme nullipare avec une grossesse issue d'une FIV, d'une ICSI ou d'un don d'ovocytes. C'est l'essai APART. C'est des patientes qu'on a très envie de traiter parce qu'on les sait à haut risque de prééclampsie, mais on n'a aucune donnée dans la littérature pour répondre à la question de savoir si il y a un bénéfice, un traitement par aspirine dans cette population-là. Oui, on recommande l'activité physique pour toute femme enceinte et notamment quand il y a un risque élevé de prééclampsie. Les indications de l'aspirine sont assez restreintes. Il y a une importance de l'auto-éducation de nos patientes, une difficulté de protocoliser un suivi type car il y a une nécessité réelle d'un suivi individualisé. Et il y a une place importante à la e-santé, et je vais laisser la parole à mes collègues de l'association Grossesse Santé pour la prééclampsie, une association dans laquelle je suis impliqué parce que je suis membre du conseil scientifique. Et elle va mieux vous le présenter, mais c'est une association qui est très importante, une association d'usagers, car
Elle est très utile pour nos patientes. Ils ont des données actualisées qui sont mises à jour, très présentes sur les réseaux sociaux. Ça peut faire du soutien, du partage d'expérience, mais aussi une mise à jour des connaissances. Et vraiment, c'est très bien fait. Et je vous encourage à aller jeter un coup d'œil sur leurs réseaux sociaux. Et je vous remercie de votre attention. Donc, on remercie encore une fois le docteur Paul Gerby pour sa présentation. Et du coup, je vais maintenant laisser la parole à Madame Jamila El Bouazati, donc qui représente aujourd'hui l'association Grossesse Santé contre la prééclampsie. Donc, c'est une association qui milite pour une meilleure connaissance de cette pathologie. Donc, je vous laisse la parole. Super. Mais bonjour à tous, je m'appelle Jamila, je suis donc membre de l'association Grossesse Santé que j'ai intégrée cet été, après ma deuxième prééclampsie. C'était pas le meilleur contexte, mais bon, c'est une association qui m'a beaucoup aidée. Je l'ai connue fin juin, quand j'étais hospitalisée en grossesse pathologique à Paul-de-Viguier pour ma seconde prééclampsie. Donc, je vous expliquerai un petit peu après mon parcours et pourquoi voilà, pourquoi ça me tient à cœur d'accompagner, d'aider les mamans sur cette association. Donc, l'association Grossesse Santé a été créée par notre présidente Camille, qui est elle-même maman, qui a subi, moi je dis subi parce qu'on subit vraiment, 3 prééclampsies, dont deux sévères. Et en fait, après sa troisième grossesse, elle était super en colère et elle a voulu créer cette association pour pouvoir échanger, informer les mamans enceintes, parce que parfois on arrive quand même à toucher une population de femmes enceintes, et surtout accompagner les mamans qui ont vécu une prééclampsie après leur accouchement. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la prééclampsie, elle touche quand même 15 000 femmes par an, qu'elle entraîne de lourdes complications, comme l'a expliqué le docteur Gerby, et surtout qu'il y a des risques cardiovasculaires sur un long terme. Donc, nous, notre rôle au sein de l'association, c'est comme on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont peu informées de la prééclampsie, on diffuse de l'information au maximum sur les réseaux sociaux, sur notre site internet également. Et surtout, on veut vraiment toucher les esprits parce que parfois, on a des signes précurseurs. C'est ce qui ressort dans les études. Et on sous-estime ces symptômes. Donc, je l'ai vécu moi-même par manque d'informations et surtout, on ne connaît pas les risques à long terme. Et ça, c'est vraiment très grave parce que les risques cardiovasculaires peuvent intervenir très rapidement et il faut vraiment avoir un suivi médical très, très poussé. Donc, notre objectif aujourd'hui, nous, c'est vraiment de protéger, enfin, dans les grandes lignes, par l'information, euh, les mamans, les femmes enceintes et les mamans qui ont vécu une prééclampsie, de les aider à améliorer en fait leur bien-être, leur santé, notamment leur bien-être psychique, on va en parler, et surtout de les aider au mieux pour accompagner leur bébé et vivre et continuer leur vie, clairement et agir aussi contre une complication grave de la grossesse qui est beaucoup trop méconnue aujourd'hui. Donc nous, on travaille, enfin on travaille. On est essentiellement sur les réseaux sociaux, donc on a un site internet, mais en général, les mamans nous connaissent via les réseaux sociaux, comme moi d'ailleurs, Instagram ou Facebook, et ensuite elles se redirigent vers notre site internet sur lequel on retrouve un blog avec une multitude de témoignages. Voilà, on demande aux parents qui souhaitent communiquer, de nous livrer leurs témoignages. Ils racontent leur accouchement, leur prééclampsie et leur ressenti pour pouvoir eux-mêmes se libérer en fait de ce stress, de ce choc, mais surtout pouvoir rassurer en fait les parents, donc on dit les mamans, mais aussi les parents qui sont en situation de prééclampsie, qui vont être hospitalisés, qui vont être vraiment choqués, qui ne vont pas connaître la maladie. Ça leur donne un peu de visibilité sur la suite de ce qui les attend après, quoi, clairement. Voilà. Donc, notre constat sur les réseaux sociaux, donc il y a marqué 10 000 mamans aujourd'hui, mais on est plus de 15 000, c'est que les femmes touchées par la prééclampsie sévère, il y a des femmes qui sont touchées par la prééclampsie sévère ou modérée, en fait, donc à différents stades qui peuvent être précoces, voire tardifs dans la grossesse. Et en fait, par manque d'infos, elles se tournent vers les réseaux sociaux. Donc, c'est là que nous, on intervient principalement. Donc, à chaque discussion avec ces mamans, ce qui en découle, c'est vraiment de la surprise, du choc.
de la douleur. Elles sont en colère parce elles se sentent mal informées et elles ont l'impression d'avoir été clairement mal prises en charge, alors que vraiment, c'est pas du tout le cas. Mais quand on est en détresse, en fait, c'est ce qu'on ressent. On est en beaucoup de colère et surtout une incompréhension au moment des faits, mais qui perdure en fait sur du long terme. Ça peut durer des années. On peut mettre des années avant de s'en remettre, clairement. Donc, c'est pour ça qu'on agit au quotidien. Voilà. Donc, on a fait plusieurs enquêtes, donc une en 2020 et une en 2022. En 2020, c'était notre première enquête et on s'est rendu compte que quand même 85% des femmes jugeaient leur niveau d'information avant leur prééclampsie très insuffisant. Voilà, insuffisant, voire très insuffisant. 60% des femmes n'avaient jamais entendu parler de la prééclampsie. C'était mon cas et beaucoup de cas de mes collègues dans l'association. Et 70% d'entre elles ne connaissaient pas les signes précurseurs. Forcément, qu'on ne connaît pas la maladie, on ne connaît pas les signes en général. Au niveau des signes précurseurs, on a 89% des femmes qui reconnaissent avoir eu des signes précurseurs. Une fois qu'elles les connaissent, elles se disent, mais oui, en fait, je les ai eus, je les ai ressentis, mais comme on ne sait pas ce que c'est, clairement, qu'à ce moment-là, ben, on n'a pas forcément de rendez-vous chez le médecin ou chez la sage-femme, on s'en soucie peu et on n'en tient pas compte et finalement, en fait, ça dégénère. Alors que si on avait connu les signes précurseurs, on aurait pu s'orienter directement chez un médecin ou son gynécologue. Donc là, c'est vraiment la ligne de conduite de grossesse santé, c'est vraiment aussi informer sur les signes précurseurs qui sont très graves. Donc, cette enquête, finalement, la conclusion, elle était liée à... En fait, l'étude, elle ciblait la connaissance de la prééclampsie et on s'est rendu compte que les femmes ne savaient pas, donc plus de 89% des femmes ne connaissaient pas la prééclampsie, mais surtout qu'elles étaient vraiment très en colère et insatisfaites vis-à-vis de leur prise en charge. On peut passer à la slide suivante. Donc en 2021, on a refait une enquête, mais plutôt orientée souffrance psychologique, parce qu'on sait que les souffrances psychologiques sont très lourdes après une prééclampsie. Et en fait, on a généralisé, clairement, on s'est rendu compte que les mamans, elles passent du rêve d'une super grossesse merveilleuse, un super accouchement parfait, à un cauchemar. Et c'est vraiment, on vit un cauchemar. On vit un cauchemar, il n'y a pas d'autre mot. Et on a très peur déjà pour notre vie, mais aussi pour la vie de notre bébé. Donc, quand on a, quel que soit le terme, en fait, quel que soit le terme auquel intervient la prééclampsie, on est vraiment dans la peur, dans un stress, mais indescriptible. Donc, évidemment, dans les jours qui suivent l'accouchement, 81% des femmes ont très peur. Elles sont choquées. Et pour continuer, et dans les mois qui suivent, on a encore plus de 90% des femmes qui repensent sans cesse à cette prééclampsie. On a plus de 60% des femmes qui ont le sentiment de revivre cet événement constamment. 78% des femmes ont le sentiment d'avoir échappé à la mort parce qu'on a très peur, on a l'impression qu'on va mourir quand on vit une prééclampsie sévère, c'est horrible. Et on a plus de 50% des femmes qui font encore des cauchemars de leur accouchement, de leur maladie en fait. Donc on sait que la souffrance psychologique est terrible dans les mois qui suivent l'accouchement. Donc ces chiffres, ils démontrent clairement que le choc de la prééclampsie, de la maladie et en fait des conséquences sur la maman et sur le bébé sont à l'origine d'une grande souffrance psychique. Mais clairement, on le savait, on a juste eu besoin de mettre des chiffres sur cette pathologie, donc qui est la souffrance psychologique après la prééclampsie. Voilà. Toujours des chiffres. Hein. Là, c'est surtout comment améliorer la souffrance psychologique des mamans. On s'est rendu compte dans notre étude que plus de 60% des femmes sont rassurées lorsqu'elles lisent des témoignages d'autres mamans, notamment les témoignages sur notre blog, hein, qui sont vraiment très, très forts, très poignants. Je vous invite à aller y faire un tour. On a plus de 20% des mamans qui ressentent le besoin d'écrire et de partager leur propre histoire. C'est pour ça
qu'on fait aussi un recueil, en fait, et qu'on diffuse des témoignages des mamans, parce que ça leur fait du bien. Et on a 27% d'autres mamans qui communiquent via message privé ou qui commandent des publications sur les réseaux sociaux. Ça leur fait du bien, c'est leur thérapie, c'est très bien. C'est tout ce qui compte. Le tout, c'est qu'elles aillent bien. Et après, on a plus de 25% des femmes qui, elles, se rendent chez un professionnel de la santé. Donc, par contre, là, on est à 26%, mais c'est vraiment très peu. C'est vraiment très peu parce que, en général, quand on a vécu une prééclampsie, quel que soit le stade, on est un peu en état de choc et notre corps se met un peu en sécurité. Et pour peu qu'on ait eu un bébé prématuré qui a un soin en réanimation, un soin intensif, en fait, on s'oublie. Voilà, on pense à notre enfant, il est vivant, et en fait, on vit l'instant présent et on occulte en fait notre mal-être. Donc 26%, c'est vraiment très peu. Il faut vraiment communiquer plus, et c'est ce qui est fait aujourd'hui, hein. Moi, c'est ce qui, voilà, je vous raconterai un peu après ce qui m'est arrivé, mais j'ai vu la différence entre mon premier accouchement en 2015 et mon accouchement en 2023. Voilà, donc là, on revient un peu sur la souffrance psychologique, ce que je vous disais, en fait, voilà, qu'il faut vraiment les amener à consulter. Et là, ce qui ressort aussi, c'est qu'il y a 35% des mamans qui ne se sont pas senties assez écoutées par le monde médical. Donc, parce qu'elles n'ont pas osé en parler, ou parce qu'en fait, les professionnels qu'elles ont consultés n'étaient pas vraiment sensibles à la prééclampsie, ou pas assez formés, tout simplement, hein. Donc, ça arrive, hein, mais que je vous en parlerai aussi après. Donc, concernant la prise en charge après l'accouchement, donc, on a fait une étude aussi qui démontre que les mamans, 27% des mamans ne sont pas informées sur le risque de récidive. 35% d'entre elles ne sont pas informées sur le traitement de l'aspirine dont parlait le docteur Garbi juste avant. Et 39%, donc c'est énorme, clairement, nous indiquent en fait ne plus jamais vouloir être enceinte parce qu'elles ont mal été informées sur le risque de récidive et comment prévenir, notamment le traitement de l'aspirine, mais surtout parce qu'elles sont encore en grande souffrance psychologique, en état de choc, et qu'elles n'ont pas été accompagnées, qu'elles n'ont pas eu le suivi qu'il fallait psychologique pour, mais pour avancer tout simplement. On peut changer la tête. Donc, concernant la prise en charge toujours après l'accouchement, 50% des femmes ne sont pas informées sur l'importance de surveiller leur pression artérielle. Donc, on a fait des prééclampsies, mais 50% d'entre elles sortent de l'hôpital, c'est fini. Donc, ni elles vont voir leur médecin généraliste, ni même aller voir un cardiologue pour poser un holder tensionnel, ce qui est très important. Ça, elles ne le savent pas, elles ne le font pas. Pour ma part, en 2015, je ne le savais pas, je ne l'ai pas fait. En 2023, je l'ai su, je l'ai fait. Et 81% des femmes ne sont pas informées sur le risque de maladies cardiovasculaires à long terme. Donc, pour ma part, en 2015, je ne le savais pas. Je l'ai su en 2023. Je ne savais pas que je risquais, donc après la ménopause, il me semble, de gros risques cardiovasculaires, et qu'il me fallait vraiment un suivi très poussé, quelque chose de très précis. Je ne savais pas. Donc concrètement, notre action auprès des femmes, elle intervient auprès des femmes enceintes. Donc si on arrive à... Voilà, des fois, des mamans, elles se battent sur les réseaux sociaux, elles découvrent notre page Instagram, par exemple, quand elles vont aller se renseigner. Donc le but, c'est pas qu'elles aient peur, hein, c'est pas de les terroriser, c'est pas voilà, de leur rendre leur grossesse stressante, c'est juste qu'elles sachent que si elles ont tel ou tel symptôme, tel signe précurseur, il faut qu'elles aillent consulter. C'est tout. Et malheureusement, mais, bon, en règle générale, on récupère plutôt les mamans qui ont, après la pathologie, donc après leur prééclampsie, et elles, on les aide à dépasser leur traumatisme. Mais nous, on n'est pas médecin, on n'est pas psychologue, on n'est pas... Voilà, on est juste des mamans, on peut juste les écouter, discuter avec elles, les accompagner, mais on peut pas, voilà, on peut pas les aider plus qu'un médecin. Donc c'est pour ça qu'en général, si elles nous posent des questions, on leur explique bien, on n'est pas médecin, allez consulter, allez voir, voilà, il y a des services de périnatalité qui sont là pour ça, des psychologues, il ne faut pas hésiter à les consulter. Donc on les sensibilise beaucoup à ce sujet, et sinon on les oriente aussi vers notre blog, et le fait de lire des témoignages leur font énormément de bien aussi. Donc, dans l'association Grossesse Santé, comme l'a spécifié tout à l'heure Monsieur Gerbi, on a un comité scientifique, donc on est accompagné en fait, parce qu'on les aide aussi à promouvoir la recherche, ça nous tient à cœur.
on est toute maman, on n'a pas envie que nos enfants revivent ce que nous on a vécu. Voilà, on n'a pas envie d'avoir des filles plus tard qui présentent une prééclampsie. On aimerait que ça avance, que voilà, c'est plus possible. C'est plus possible. On aimerait vraiment comprendre ce qui se passe parce qu'en fait, là, clair, nous, toute notre vie, on ne comprendra pas ce qui s'est passé. Donc, il y en a qui vont le vivre une fois, d'autres une fois, deux fois, trois fois. Et on ne sait pas ce qui se passe dans notre corps. Notre corps, clairement, il rejette, pour nous, on le vit comme ça, il rejette notre grossesse. Et on n'a pas envie que d'autres femmes, même nos enfants, vivent ça. Donc, on est entouré d'un comité scientifique dont le professeur Gerbi fait partie, et plein d'autres spécialistes qui nous aident et voilà, sur lesquels on s'appuie énormément au quotidien. On revient un peu sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est notre page Facebook. Comme je vous ai dit, on est sur Facebook et Instagram. On a une communauté de plus de 15 000 mamans aujourd'hui et on aimerait se développer encore plus. Donc, c'est là qu'on compte un peu sur vous. On va passer à votre slide. Là, c'est la page de notre site. Vous avez un QR code que vous pouvez scanner qui vous conduira directement à notre site. Je vous invite vraiment à aller le consulter. Il y a aussi une rubrique professionnelle de santé. Donc là, c'est vraiment destiné à vous aujourd'hui. Vous allez pouvoir récupérer des flyers numériques pour vos patientes, pour les accrocher en salle d'attente. Et s'il y a besoin même de documentation, n'hésitez pas à nous contacter. On peut vous envoyer des affiches. Au contraire, ça nous ferait super plaisir. Voilà, donc là, les flyers dont je vous ai parlé. Donc, il y a des flyers destinés aux femmes enceintes. Donc, qu'on peut retrouver dans des salles, chez des sages-femmes, dans les salles d'attente de gynécologues aussi. Ce serait vraiment formidable de pouvoir voir nos flyers affichés. On a des affiches également. Et après, on a des flyers qui sont destinés aux femmes touchées. Donc là, on va les remettre plutôt dans les salles d'attente de gynécologues, de sages-femmes, mais aussi dans les salles d'attente de psychologues. Et là, eh ben, en fait, si on parle de nous, on aime bien qu'on parle de nous, donc on a pu intervenir dans différents médias, donc Parents, la Maison des Maternelles, Magique Maman, Cosmopolitane, voilà. Donc voilà, on essaie de diffuser au maximum d'informations. On a besoin d'aide, clairement, pour pouvoir faire grandir notre association, pour pouvoir faire grandir notre communauté, mais surtout pour pouvoir communiquer au maximum et que les mamans reçoivent le plus d'informations possible. Voilà. Donc moi, je vais vous faire rapidement, je vais vous raconter rapidement ce qui m'est arrivé, comment j'ai découvert la prééclampsie. En 2015, je suis enceinte de mon premier bébé, donc grossesse parfaite, tout va bien, tout va très bien, jusqu'au moment où je sens qu'il se passe des choses dans mon corps qui ne vont pas. Donc je consulte mon gynécologue et qui me dit, bon, mais il fait chaud, voilà, on est en plein été, il fait chaud, il faut vous reposer. J'avais des œdèmes, je me sentais vraiment très fatiguée, une grande fatigue, des palpitations, mais personne ne m'entendait. Donc, mon gynécologue ne m'entendait pas, ma sage-femme ne m'entendait pas. Donc, je me dis quoi, il fait chaud, il faut que je me repose. Mettez vos bas de contention, madame, et reposez-vous. Donc, je retourne à ma vie, à mon travail. J'étais à 30 SA à peu près, ouais, pas loin de ma 31e semaine. Et donc, 2, 3 jours après, je me sens encore très, très fatiguée, très mal. Mes œdèmes s'accentuent. Je vais voir mon généraliste qui, lui, me dit, je ne sais pas quoi vous dire, reposez-vous, il fait chaud, on a un peu de tension. Donc, sans me dire euh, que la tension était un risque de prééclampsie ou sans me parler de prééclampsie, on me parle de tension. Donc, on me dit, mais on ne peut rien y faire, vous n'avez pas de protéinurie dans les urines. Donc, on me parle de protéinurie, mais on ne me parle pas de prééclampsie. Je rentre chez moi, je passe un week-end horrible, horrible. Je me sens très mal, mes symptômes s'aggravent. Je suis par terre chez moi sur le carrelage. Je ne sais plus comment m'en sortir, mais je me dis, je ne peux rien y faire en fait, parce que je n'ai rien en fait. Il fait juste très chaud. Voilà ce qu'on me dit. Je passe ce week-end-là, je me retrouve le lundi avec des céphalées horribles, horribles. Des bourdonnements dans les oreilles, des mouches au niveau des yeux, c'était intenable. Mais comme j'étais un peu bonne élève et que j'avais vu 2 médecins la semaine avant qui m'avaient dit mais que je n'avais rien, je suis allée faire ma journée de travail. Et je ne sais pas comment j'ai tenu d'ailleurs ce jour-là. Et le soir, par acquis de conscience, car le lendemain, on était le 14 juillet, je décide d'appeler quand même la maternité qui me prenait en charge. Et je leur explique que je ne suis pas bien, que j'aimerais bien être reçue. euh,
parce que vraiment, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corps, mais je ne sais pas comment le formuler, parce que je ne connais pas la prééclampsie. J'arrive aux urgences, eux avaient très bien compris au téléphone ce qui m'arrivait. Euh, Après, bon, c'est Grey's Anatomy, clairement, on me prend, on me jette sur un brancard. J'avais une tension supérieure à 19, j'avais des œdèmes tellement impressionnants, une prise de poids, mais impressionnante que on ne pouvait même pas me piquer. Voilà, on essayait de me piquer, on n'y arrivait pas. Donc là, je suis dans une clinique, on me dit très vite qu'ils ne peuvent pas me garder. Voilà, je revois le médecin de la semaine d'avant qui se confond en excuse, je ne lui en veux pas d'ailleurs, et qui me dit, je suis désolée, vous n'avez pas ces symptômes-là, vous êtes en train de faire une prééclampsie sévère, je dois vous orienter vers l'hôpital Paul de Viguier, sinon vous risquez de perdre la vie très rapidement, de convulser, de faire une rupture d'anévrisme, un arrêt cardiaque. Voilà, ma tension qui continue à grimper. Euh, Là, premier réflexe, je pense à moi, mon instinct de survie, je me dis, mais je vais mourir, je veux pas mourir, je pense même plus à mon bébé, c'est horrible, hein. Mais voilà, donc je suis transférée, on accouche en urgence, césarienne, tout ça. J'ai un bébé qui fait 1000 grammes à presque 32 SA. J'ai un bébé qui part en service de réanimation. Je ne connaissais ni la prématurité, ni la pré-éclampsie. Je découvre tout. Ça y est, je comprends plus rien. Je suis en pilotage auto. Au final, bon, mais écoute, on s'en sort. Au bout de 2 mois, mon bébé grandit, tout ça. Je suis traumatisée. Je n'ai vu aucun psychologue parce que j'ai refusé l'aide, parce que mon bébé avait plus besoin d'aide que moi à ce moment-là. Et 8 ans après, bon, mais écoutez, je pense être guérie psychologiquement et je vais voir, voilà, avec mon mari, on a envie d'avoir un second enfant. Donc le second enfant est là. Très rapidement, je suis prise en charge par le professeur Garbi qui me met l'aspirine entre 6 et 8 semaines. Et voilà, donc tout se passe bien jusqu'à toujours 31 USA. Je commence à avoir des œdèmes, tout, bah, ça commence voilà, à apparaître. Je sais que je vais faire une prééclampsie, je ne sais pas quand, mais je sais que je suis en train de la faire. Et donc, je suis très vite hospitalisée en service patho et on me maintient quand même 15 jours. Puis j'accouche d'un bébé toujours prématuré, mais avec un plus gros poids cette fois parce que je pense que l'aspirine a quand même bien fonctionné. Je n'ai pas eu tous les symptômes d'une prééclampsie sévère, mais j'ai quand même refait une prééclampsie. Donc voilà, je pensais être guérie psychologiquement de ma première grossesse. Mais en fait, une fois que j'ai été enceinte, je me suis retrouvée dans le même hôpital et tout ça, et je ne comprenais pas pourquoi je pleurais. Je pleurais toute seule, je ne savais pas, je disais à mon mari, je crois que je suis folle en fait. Et en fait, non, c'est juste que j'ai occulté les conséquences psychologiques de la prééclampsie. J'ai refusé l'aide qui m'a été proposée d'aide de suivi psychologique parce que je pensais ne pas en avoir besoin. Et finalement, après le deuxième accouchement, c'est encore pire. Donc aujourd'hui, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est important, c'est de vraiment, vraiment orienter vos patientes vers un suivi psychologique. C'est pas possible qu'elles restent dans l'errance parce qu'en fait, les conséquences, elles peuvent durer des années et on peut ne jamais s'en remettre. Voilà, voilà. Donc l'objectif aujourd'hui, en fait, de cette intervention, c'est d'informer sur les signes précurseurs de la prééclampsie. Il faut vraiment que les patientes soient informées des signes précurseurs. De ne pas négliger la souffrance psychologique des patientes aussi, c'est important. Et surtout, surtout informer sur les risques de récidive et de la prévention et du traitement par aspirine. Et ensuite, d'informer sur le suivi à long terme. Voilà, nous, c'est ce qu'on aimerait, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien et c'est ce qu'on a besoin que vous fassiez aujourd'hui pour pouvoir accompagner les mamans comme nous. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop longue. Merci Jamila pour ce témoignage. On a un peu dépassé, mais Ouais, c'était un désolée. témoignage très fort et merci pour ce partage. Merci aussi pour la présentation de l'association qui voilà, n'est peut-être pas connue de tous les professionnels. Donc de plus en plus de professionnels sont sensibilisés quand même à la prééclampsie, mais votre association se doit d'être connue. Euh, Merci. on n'a pas le temps pour répondre aux questions, malheureusement, euh, d'autant plus que le professeur Gerbi n'est pas présent sur place. Nous avons compilé toutes les questions et nous vous proposons d'y répondre ultérieurement lorsque le webinaire sera mis en ligne pour le replay, parce que je répète que le webinaire sera en ligne et un replay sera disponible sur le site internet du réseau ou sur la chaîne YouTube du réseau.
On vous remercie pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain webinaire. Le premier webinaire de 2024, ça sera le 2 février sur la thématique cancer et grossesse. Et nous vous rappelons également de répondre au questionnaire de satisfaction, s'il vous plaît, lorsque vous quittez la page. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.